Bonjour, c'est la première partie du 7e chapitre de Crystal Clear Electronics, où nous allons en apprendre davantage sur les dispositifs de commutation. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte introduction sur nous. Je suis Henrietta Bancuti, je suis arrivé dans le monde de l'électronique grâce à ça. J'ai découvert Crystal Clear il y a environ 4 ans et depuis, j'ai lu tout le matériel écrit au moins une fois. Contrairement à beaucoup d'autres présentateurs, je n'ai pas appris les choses à l'école, mais à la maison, tout seul. Par exemple, j'ai fabriqué une guirlande lumineuse à LED. Le dernier, en me basant sur les tutoriels de Crystal Clear qui m'ont montré que ce n'est pas si compliqué. Vous trouverez un lien de téléchargement dans la description de la vidéo qui contient une liste de tous les composants utilisés dans les tutoriels de Crystal Clear Electronics. Ces composants peuvent être commandés par n'importe qui dans divers magasins d'électronique en ligne. Nous encourageons tout le monde à se procurer ces gadgets et à essayer de construire l'électronique tout en apprenant. C'est seulement à ce moment-là que les connaissances s'ancreront vraiment. Et c'est seulement à ce moment-là que vous serez capable de gérer les parties suivantes du programme. Notre présentateur aujourd'hui est Zalan Gurika. Bonjour Zalan, peux-tu dire quelques mots sur toi? Salut, je suis Zalan Gurika, étudiant en 4e année en génie électrique à BME. En plus de l'université, je travaille, et mon travail est aussi mon hobby. Je programme des microcontrôleurs pour diverses tâches. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est que je peux créer des objets fonctionnels et utiles, qui nous aident dans notre vie quotidienne. Je pense que c'est un sentiment très spécial. Je pense que c'est un sentiment très spécial quand tu travailles sur quelque chose pendant des jours, voire des mois, et qu'à la fin du projet, ça fonctionne. C'est justement pour ça que je suis devenu ingénieur électricien. Merci pour l'introduction, Zalan. Maintenant, commençons. Le 7e chapitre a été écrit par David Kulczar. Dans votre vie quotidienne, vous rencontrerez des dispositifs de commutation à de nombreux endroits. Peut-être que l'exemple le plus simple est l'interrupteur que vous pouvez voir sur la table ici, qui sert à allumer et éteindre les lumières de la maison. Mais ça peut aussi être aussi simple que l'interrupteur du mixeur ou du batteur dans la cuisine. Mais l'interrupteur du micro-ondes n'est pas si simple, car vous pouvez régler combien de temps le micro-ondes doit être allumé. Alors, nous parlons d'une sorte d'interrupteur horaire qui est un peu plus compliqué. Mais il y a des fonctions plus compliquées. Par exemple, quand tu allumes un ordinateur, tu appuies d'abord sur un bouton et ensuite des millions ou des milliards de dispositifs de commutation. Assurez-vous que votre ordinateur s'allume vraiment. Donc, tu peux regarder cette vidéo, par exemple. Mais tu ne sais probablement pas ces petits interrupteurs parce qu'ils sont cachés à l'intérieur de ton ordinateur. Mais maintenant, commençons par le début. Regardons un exemple simple. Faisons clignoter une LED sur la plaque d'essai. Vous pouvez voir la connexion à l'écran et, comme c'est très simple, nous allons le monter en direct. Si tu peux, mets la vidéo sur pause, trouve ta plaque d'essai et assemble-la avec nous. Si tu as trouvé ta plaque d'essai, alors, nous pouvons commencer à assembler le câblage. Faisons le circuit ensemble. D'abord, nous connectons le DC, terminal au rail d'alimentation de la plaque d'essai, dans lequel nous brancherons l'alimentation plus tard. Ensuite, nous insérons la résistance limitant le courant pour éviter que la LED ne grille. Ensuite, nous mettons aussi la LED en place, en veillant à ce que la patte la plus courte de la LED, c'est-à-dire la cathode, est connectée à la résistance et à travers elle à la Terre, ou GND. La dernière étape est de connecter une extrémité du fil à la patte la plus longue de la LED, l'anode. Ici, à côté de moi, la connexion va se faire dans une seconde. Eni, s'il te plaît, connecte l'alimentation pour voir ce qui va se passer. On peut clairement voir que la LED s'allume. Cela se produit parce que le circuit se ferme et que l'électricité passe à travers la LED. Si tu débranches ce fil vert, alors le circuit sera interrompu et donc aucun courant ne circulera et par conséquent, la LED ne s'allumera pas. Ça ne va peut-être pas s'allumer. Donc, tu peux en fait implémenter un interrupteur en connectant ou non ce fil à la plaque d'essai. Eh bien, de cette façon, c'est un peu trop compliqué à réaliser. Et ça peut être assez lent, effectuer cette opération de commutation. Il serait conseillé d'utiliser une sorte de dispositif de commutation. Oui, il y a beaucoup de types différents parmi lesquels choisir.
Il y en a des mécaniquement contrôlés et des électroniquement contrôlés. Les mécaniques peuvent être encore subdivisées en bistables et monostables, ou plus simplement, des interrupteurs et des boutons poussoirs. et ça. Et ceux qui sont contrôlables électroniquement incluent des relais, des transistors bipolaires, des MOSFET et des optocoupleurs. Commençons par les dispositifs de commutation mécanique. Le but de ceux-ci est que l'état de l'interrupteur peut être réglé manuellement. Selon que l'on veut ouvrir ou fermer le circuit, Le schéma à gauche montre un interrupteur général. À droite, il y a un schéma du même interrupteur. Les numéros 1, 3 marquent les bornes du dispositif de commutation. Ces bornes peuvent être insérées dans notre circuit pour faire fonctionner notre interrupteur. La borne, en d'autres termes la patte, marquée du numéro 1, s'appelle pôle. C'est la sortie commune de l'interrupteur. Cela signifie ce qui suit. La sortie marquée du numéro 1 est en contact avec l'une des sorties du numéro 3. L'état de l'interrupteur est symbolisé par le contact mobile numéro 2, donc cela peut être réglé en inclinant l'interrupteur. Dans le cas des dispositifs de commutation, le numéro de pôle indique le nombre de contacts mobiles, donc combien de sous-ensembles peuvent être trouvés à l'intérieur du dispositif physique capable de commuter. Le nombre d'interrupteurs marqué du numéro 3 définit combien de bornes notre pôle peut connecter. Donc, c'est le nombre de contacts pour un seul pôle. Sur cette image, vous pouvez voir un interrupteur à bascule mécanique dans des états assemblés et démontés. Cet interrupteur contient deux sous-ensembles de commutation. L'interrupteur est réalisé par un interrupteur mobile. Quand l'interrupteur est incliné, le mécanisme à ressort, sur la photo, il est vert, intégré dans son couvercle, crée une force dans la direction de l'interrupteur mobile, ce qui incline l'interrupteur mobile vers le contacteur, donc il se connecte au pôle et au contacteur. Si l'interrupteur est incliné dans l'autre direction, alors le contact mobile se déplacera dans l'autre sens et la connexion sera interrompue. quels sont les paramètres de cet interrupteur? Le numéro de pôle de cet interrupteur est 2, car il y a deux sous-ensembles de commutation séparés à l'intérieur. Ils sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez connecter jusqu'à deux circuits différents en même temps. Le nombre de contacts est 1, car nous ne voyons qu'un seul. Contact pour chaque sous-ensemble. L'interrupteur est stable seulement dans deux positions. C'est-à-dire, il est soit éteint, soit allumé. Il n'a pas d'autre position. Tous les interrupteurs sont comme ça. Non. La caractéristique supplémentaire des interrupteurs est le nombre d'états qu'ils ont. C'est-à-dire, combien d'états stables l'interrupteur peut-il être incliné? Ce n'est pas toujours 2. Par exemple, il y a un interrupteur qui a un pôle et deux contacts. Cependant, c'est un dispositif à 3 états, car il a un certain état stable où il n'est connecté à aucun de ses contacts. Par exemple, sur les sèches-cheveux, il est courant que lorsqu'il est en position médiane, il soit éteint. Si vous le déplacez dans une direction, cela activera seulement une vitesse lente. Et si vous le déplacez dans l'autre direction, cela activera une vitesse rapide. C'est typiquement un interrupteur à 3 positions. Vous pouvez voir un de ces interrupteurs à 3 positions dans ma main. En position médiane, le pôle n'entre en contact électrique avec aucun des contacts. Quand je déplace cet interrupteur à 3 positions vers cette position, la prise du milieu du pôle entre en contact avec ce contact de droite. Si je bascule cet interrupteur vers la position de gauche, le même pôle du milieu entre en contact avec le contact de gauche et l'interrupteur est à nouveau en position ouverte. Dans le cas d'un dispositif avec M pôle et N contacts, M pôles peuvent se connecter à N contacts. Des abréviations distinctes sont utilisées pour indiquer la conception interne des interrupteurs, qui sont les suivantes. Dans ce tableau, vous pouvez voir les différentes abréviations ainsi que leurs noms et descriptions. Les deux premières lignes se réfèrent au pôle, les deux dernières lignes se réfèrent au contact. L'abréviation pour un pôle simple est SP, et il y a des interrupteurs à double pôle, abrégés en DP, qui sont communément utilisés dans les circuits électriques, respectivement. Suivant. Paddick Daily payé. Maintenant. Regardons les désignations pour les contacts. Je mesure 1 pouce de long. Le premier type de contact que nous avons est un simple contact, souvent abrégé. Par l'abréviation SIN.
Cela signifie qu'il s'agit d'un contact de base sans caractéristiques supplémentaires. Le deuxième est un double contact, abrégé DT. Ces abréviations ont plusieurs combinaisons différentes sur le marché. SPST, SPDT, DPDT. J'utiliserai ces abréviations suivantes ci-dessous, afin de mieux comprendre et simplifier l'illustration des structures internes. Une autre caractéristique essentielle des interrupteurs à commande mécanique est de savoir, après le changement de position, si l'interrupteur reste dans la position où il a été réglé ou s'il revient à la position d'origine. Notre dispositif à deux contacts est bistable. Après le changement de position, le contact mobile reste dans la position où nous l'avons réglé. On peut voir de tels dispositifs typiques dans cette figure, dont la conception interne a été montrée plus tôt, avant les interrupteurs à 3 positions. Les dispositifs à fonctionnement bistable peuvent avoir 2, 3 ou même plusieurs sorties. L'interrupteur SPST est un composant avec 2 sorties, conduit le courant. Dans ce cas, il ferme le circuit, ou pas. Dans ce cas, il ouvre le circuit. L'interrupteur SPDT, ou dispositif à 3 sorties, peut aussi être appelé un interrupteur à bascule, car nous pouvons choisir quelle sortie doit être connectée au pôle. Le numéro 1 marque le pôle. On l'appelle aussi contacteur commun. Les numéros 2 et 3 marquent les 2 autres bornes. Dans la figure, vous pouvez voir que pratiquement l'intérieur des interrupteurs est uniquement construit mécaniquement. Et qu'en est-il des interrupteurs rotatifs? L'interrupteur rotatif est un sous-type d'interrupteur à sorties multiples. En utilisant nos marquages appris, ces dispositifs sont des composants à un seul pôle et à contact. Nous avons un pôle commun qui peut être connecté à n contacts. Les interrupteurs DPDT appartiennent également au groupe des interrupteurs, plusieurs bornes. La figure montre que ce type d'interrupteur est comme 2 SPDT, donc des interrupteurs à un pôle et 2 bornes, réunis en un seul composant. Pourquoi est-il bon d'avoir 2 interrupteurs dans un seul composant physique? Parce qu'on peut contrôler et changer les 2 pôles en même temps, ce qui signifie qu'on peut changer 2 choses indépendamment l'une de l'autre. Bien sûr, il existe des composants qui intègrent plusieurs interrupteurs, c'est-à-dire, on peut trouver plusieurs interrupteurs à l'intérieur d'un seul composant, et ceux-ci sont indépendants les uns des autres. Un tel dispositif, par exemple, est le commutateur DEEP, qui n'est rien d'autre que l'intégration de plusieurs interrupteurs SPST dans un seul composant. Maintenant, je comprends tout sur les interrupteurs bistables. Peut-on parler de comment fonctionnent les interrupteurs monostables? Ces dispositifs appartiennent au groupe des monostables, qui retournent à leur état d'origine après avoir été actionnés. La raison en est que si on arrête d'appuyer sur ce bouton, c'est-à-dire, le bouton a été relâché, alors un petit ressort pousse le contact vers un état stable, et il y reste aussi. Dans la figure, le numéro 4 marque le ressort, le numéro 6 marque le bouton poussoir de l'appareil, et le numéro 3 marque les contacts, qui ferment les 2 sorties 1 et 2 lorsque le bouton poussoir est enfoncé. C'est comme ça qu'un simple bouton poussoir fonctionne. S'il est enfoncé, alors il conduit, et après l'avoir relâché, il redeviendra ouvert. Les interrupteurs, montrés par la figure ci-dessus, sont ce qu'on appelle des interrupteurs normalement ouverts, abrégés en O. Cela signifie que, dans le cas d'un état stable, il y a une coupure entre les 2 sorties, donc le circuit est ouvert. Si le bouton poussoir conduit par défaut, et que le circuit peut être interrompu en appuyant sur le bouton, alors on parle d'un interrupteur normalement fermé, ou NC. Ici, vous pouvez voir quelques boutons et interrupteurs sur la table. Ils sont disponibles dans une grande variété de designs. Certains ont même un rétroéclairage. Voici l'un d'eux dans ma main. Voici la petite partie bleue qui peut s'allumer sur le bouton poussoir. Peut allumer l'imprimante dans un petit moment? Un tel interrupteur. On peut voir ce type de bouton poussoir dans les ascenseurs, par exemple. À l'arrière, il faut mettre la bonne tension. Et ensuite, cette forme circulaire à l'arrière s'allume. Il y a aussi un interrupteur de lumière sur la table. Maintenant, je veux te montrer comment ça fonctionne. C'est un interrupteur de lumière normal. Tu peux en trouver un chez toi. Je vais maintenant le tester avec un multimètre
Le multimètre est réglé sur la position de test de continuité. Le fonctionnement est le suivant. Si tu touches deux fils ensemble, le multimètre émet un bip. Maintenant, Je connecte correctement les fils du multimètre aux prises appropriées correspondantes de l'interrupteur. Et ensuite, si je bascule l'interrupteur, je vérifie le bon fonctionnement. le multimètre de l'appareil émet un bip. Cela signifie qu'il y a un contact électrique entre le contact et le pôle. Donc, en discutant, nous avons atteint la fin des interrupteurs mécaniques. Malheureusement, non. Malheureusement, rien n'est idéal dans la réalité, donc nous devons parler d'un phénomène très important, le rebond des contacts. Cela peut exister dans n'importe quel interrupteur mécanique. Pour chaque interrupteur mécanique, il faut faire attention à ce que les contacts, lorsqu'ils sont pressés ensemble, d'abord, pendant une très courte période, avec une amplitude imperceptiblement petite à l'œil, puissent commencer à rebondir l'un sur l'autre, et ensuite l'état de contact constant est établi. C'est ce qu'on appelle un rebond, qui peut faire échouer certains circuits. Je vais illustrer le problème sur ce schéma avec un bouton poussoir. Au tout début de l'image, on peut clairement voir que le bouton n'est absolument pas pressé, ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucun contact établi entre les deux contacts métalliques. Pour le moment, dans cette situation précise, aucun courant ne passe à travers le circuit. Marqué en rouge, vous appuyez sur le bouton, ce qui commence à clignoter. Donc les contacts à l'intérieur du bouton vont entrer en contact pendant un petit moment, puis ils ne vont plus entrer en contact. Cela se produit plusieurs fois jusqu'à ce que le contact final et stable se fasse entre les deux bornes. Avec l'état à la fin de la figure, il est important de noter que cette action prend très peu de temps, généralement quelques 10 millisecondes. Ce phénomène indésirable jouera un rôle dans le reste du programme, où nous allons construire une protection contre cela. Maintenant que nous avons discuté de cela, nous avons atteint la fin des interrupteurs contrôlés mécaniquement. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des interrupteurs contrôlés électroniquement. À la prochaine vidéo! Au revoir